Le 12 août 2025 à l'aube, un ultimatum discret a secoué le Burkina Faso. Le gouvernement était confronté à un choix crucial. Céder 70% des réserves d'or nationales pour alléger la dette ou risquer un isolement économique et politique profond. Ibrahim Traoré, à la tête de cette décision historique, se retrouve au cœur d'un dilemme complexe. Accepter cette offre pourrait offrir un répit immédiat, mais à quel prix pour la souveraineté du pays? Comment cette décision redéfinira-t-elle l'avenir du Burkina Faso et de la région sahélienne? Le sort du pays repose sur une question simple. Quel prix pour la liberté économique? Cette décision, apparemment technique, cache des enjeux bien plus profonds. Céder 70% des réserves d'or du pays n'est pas seulement une transaction financière, mais une capitulation symbolique qui pourrait effacer des décennies de lutte pour la souveraineté économique. Pour Ibrahim Traoré, cette offre présente un dilemme majeur. Accepter, c'est gagner un répit financier immédiat, mais cela pourrait rendre le Burkina Faso encore plus dépendant des créanciers étrangers. Refuser, en revanche, serait une déclaration forte, un défi direct aux puissances économiques internationales. Mais cela pourrait aussi entraîner des représailles sévères, voire nuire à la stabilité du pays. En effet, ce n'est pas seulement un enjeu économique, mais aussi politique et social. Pour les citoyens, la question est claire. Accepter cette solution serait-il un sacrifice acceptable pour garantir une stabilité à court terme? Ou est-ce une voie sans issue menant à un contrôle économique extérieur et à une perte de dignité nationale? Le choix de Traoré sera un test pour la nation tout entière, qui pourrait définir son avenir pour les générations à venir. Le matin du 12 août 2025, un chiffre brutal est posé sur la table. 70% des réserves d'or du Burkina Faso. Cette exigence n'est pas une simple demande, mais un test de souveraineté pour le pays. L'ultimatum n'était pas seulement une transaction financière, mais un rapport de force déguisé. Ce qui devait être une négociation technique est devenu un véritable défi politique. Pourquoi 70%? Cette proportion n'est pas choisie par hasard. Elle représente bien plus que la simple valeur monétaire de l'or, c'est une question de pouvoir. Accepter signifie que le Burkina Faso, malgré ses vastes ressources aurifères, se retrouve dans une position de dépendance renforcée, où chaque décision future sera dictée par des créanciers extérieurs. Refuser, c'est risquer l'isolement économique et diplomatique, tout en affirmant une volonté de maintenir un certain contrôle sur ses richesses. Ce dilemme s'inscrit dans un contexte particulier, celui d'une économie burkinabé fragile, dépendante de ses ressources naturelles, mais en grande partie aux mains d'acteurs extérieurs. L'or représente une source de revenus essentielle, mais la gestion de cette ressource est rendue complexe par des contrats miniers anciens et des accords souvent inégaux avec des entreprises étrangères. De plus, la dette publique a atteint des niveaux insoutenables, contraignant le pays à envisager de telles solutions extrêmes. La réalité est que le Burkina Faso a longtemps vécu avec un paradoxe, une richesse minière abondante, mais une incapacité à en tirer pleinement parti au bénéfice de sa population. Les réserves d'or ont longtemps échappé au contrôle direct de l'État, ce qui limite son pouvoir de négociation. Dans ce contexte, la décision d'Ibrahim Traoré devient une question de survie nationale. Accepter l'ultimatum pourrait soulager la pression immédiate, mais à quel prix? Refuser pourrait ouvrir la voie à une indépendance retrouvée, mais avec des risques énormes. L'enjeu dépasse de loin les simples finances. Il s'agit de l'avenir politique et économique du Burkina Faso. Ibrahim Traoré se trouve à un carrefour crucial. À la tête d'un Burkina Faso plongé dans une crise économique profonde, il doit prendre une décision qui pourrait redéfinir l'avenir du pays. Conscient des risques politiques, sociaux et économiques, il n'a pas le luxe de choisir la facilité. Il est entouré de conseillers, mais la responsabilité finale repose sur ses épaules. Une économiste du ministère des Finances, dans un premier temps, a posé la question fondamentale. Quel sera le coût à long terme de cette décision ? En effet, céder 70% des réserves d'or offrirait un soulagement immédiat, mais cela coûterait à la nation son autonomie future. D'un autre côté, un ingénieur des mines a rappelé que les gisements aurifères, au-delà de leur valeur comptable,
étaient des moteurs économiques vitaux pour les régions minières. Perdre le contrôle sur ces sites n'équivaut pas seulement à une perte de ressources, mais à une érosion du pouvoir économique national. Le choix n'est donc pas simple. Traoré, pris entre la pression des créanciers et celle d'une opinion publique de plus en plus méfiante vis-à-vis de l'ingérence extérieure, doit peser le pour et le contre. Refuser l'ultimatum, bien que risqué, pourrait donner au Burkina Faso l'occasion de redéfinir son destin économique et politique. Mais un tel refus entraînerait sans doute des représailles immédiates et des conséquences négatives sur la stabilité sociale, notamment avec une population déjà touchée par des difficultés économiques persistantes. Dans cette situation, chaque mouvement, chaque parole de Traoré est scrutée avec attention. Son choix deviendra un symbole de la volonté du pays de s'affirmer face à des puissances extérieures. L'ultimatum a été émis à l'aube du 12 août 2025 et en quelques heures, la situation a pris une tournure décisive. Dès la réception de ce message brutal, Ibrahim Traoré a compris que la réponse du Burkina Faso déterminerait bien plus que l'avenir économique immédiat du pays. À 6 heures, une réunion d'urgence a été convoquée. Les ministres et les conseillers les plus proches du président se sont rassemblés dans une salle de crise. Le premier ordre de Traoré était clair: préserver l'intégrité des ressources nationales tout en évaluant les impacts à long terme de toute décision. C'était un test de souveraineté, mais aussi de leadership. À 6h30, la machine administrative a été mise en marche. Les sites miniers stratégiques ont été placés sous surveillance renforcée. Ce n'était pas encore une action militaire, mais un message clair adressé aux acteurs étrangers. Le contrôle des ressources du pays était désormais une priorité absolue. Ce mouvement était discret, calculé, mais il marquait le début d'une nouvelle ère pour le Burkina Faso. En parallèle, les services diplomatiques ont été mis en alerte. Les premières réactions internationales ne se sont pas fait attendre. Des appels ont été lancés par les partenaires traditionnels du pays, cherchant à comprendre la position du gouvernement burkinabé. À 7 heures, les communications non sécurisées ont été suspendues sur plusieurs segments stratégiques. Cela n'a pas été un blocus total, mais une coupure ciblée pour éviter toute fuite d'informations sensibles. Cette phase précoce de la crise était marquée par la gestion du temps et de l'information. Chaque minute gagnée renforçait la position de Traoré. Il savait que l'isolement économique n'était pas une option viable à long terme, mais que le refus de l'ultimatum pourrait offrir au pays l'occasion de reconstruire sa souveraineté économique, à condition de bien gérer les tensions extérieures. À 8 heures, les premières pressions diplomatiques ont commencé à se faire sentir. Les messages codés et les avertissements voilés ont afflué, mais le Burkina Faso est resté silencieux. Ce silence stratégique devenait une arme. Chaque minute sans réponse publique augmentait l'incertitude des partenaires extérieurs. Cela envoyait le message que la décision n'était pas encore prise, mais que la question posée était d'une importance capitale pour l'avenir du pays. À 9 heures, la situation a évolué. Une image d'un site aurifère, désormais sous contrôle étatique, a été partagée via des canaux non officiels. Le drapeau national était visible et ce geste symbolique est rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux. Cette image marquait la fin de l'incertitude et le début d'une confrontation publique. À midi, Ibrahim Traoré a pris la parole. Le discours qu'il a prononcé a été bref mais puissant. Il a évité de rentrer dans les détails techniques de la situation, mais il a souligné l'importance de la décision pour les générations futures. Ce discours a transformé l'interprétation des événements. Ce n'était plus une crise financière, mais un moment de transformation nationale. Traoré a mis l'accent sur la responsabilité historique de son pays, et ce discours a trouvé un écho au-delà des frontières du Burkina Faso. Dans les heures qui ont suivi, les marchés ont réagi. Le prix de l'or a montré une hausse inattendue, signe que le marché commençait à prendre conscience de l'impact de cette décision. Les observateurs internationaux ont modifié leurs projections, prenant en compte la dynamique de pouvoir en cours. Ce qui avait commencé comme une simple demande économique s'était rapidement transformé en une séquence irréversible dont les répercussions seraient durables. La décision de Traoré marquait un tournant historique dans l'histoire du Burkina Faso. Il ne s'agissait plus seulement de choisir un compromis financier,
C'était un choix de souveraineté, de dignité nationale et d'affirmation de pouvoir face aux pressions extérieures. Les premières semaines après l'annonce de la décision ont montré des résultats mesurables, bien que partiels. Le refus de céder 70% des réserves d'or a, contre toute attente, permis au Burkina Faso de renforcer sa position économique malgré les prédictions initiales d'effondrement immédiat. Le premier indicateur clé a été l'augmentation des réserves d'or nationales qui ont enregistré une hausse de 5,6% au cours du trimestre suivant la décision. Cette augmentation, bien que modeste, représente un gain de 200 millions de dollars pour le pays, provenant principalement des ressources aurifères désormais contrôlées par l'État. Ce chiffre, bien que symbolique, a joué un rôle central dans la consolidation de la décision, car il démontre que le refus de céder une partie des ressources n'a pas immédiatement asphyxié l'économie, comme certains analystes l'avaient prédit. Le deuxième indicateur majeur concerne la production aurifère annuelle du Burkina Faso. Avant l'ultimatum, environ 60% de cette production échappait au contrôle direct de l'État, étant dirigée vers des circuits de financiers extérieurs, souvent au profit d'entreprises minières étrangères. Après la décision d'août, les autorités burkinabées ont réussi à ramener environ 40% de la production sous contrôle national, soit près de 34 tonnes d'or. Cette réorientation stratégique permet désormais au pays de mieux réguler l'exportation de l'or, de négocier les conditions de transformation et de redistribuer une plus grande part des bénéfices à l'économie locale. Bien que la nationalisation totale des sites miniers ne soit pas à l'ordre du jour, ce rééquilibrage offre à l'État un levier économique considérable. Le troisième chiffre sensible concerne l'impact macroéconomique du refus. En termes de produit intérieur brut, PIB, les projections initiales tablaient sur une contraction de 3,2% à court terme en raison des tensions avec les créanciers et des perturbations dans les flux commerciaux. Cette baisse, bien qu'importante, a été jugée comme un coup de transition plutôt qu'un effondrement. En fait, certains économistes proches du gouvernement ont souligné que ce recul devait être relativisé par rapport à la situation antérieure du pays, marquée par une croissance fragile et une dépendance excessive à l'aide extérieure. À long terme, l'objectif est de réduire cette dépendance et de reconstruire une économie plus autonome, capable de générer ses propres revenus sans recourir constamment à des emprunts extérieurs. Ces trois chiffres clés témoignent d'une dynamique complexe. Ils montrent que le refus de céder les ressources n'a pas entraîné l'effondrement immédiat du Burkina Faso, mais a plutôt ouvert la voie à un rééquilibrage progressif. Bien que les pressions internationales restent fortes et que l'impact social de cette décision soit encore en gestation, les résultats économiques préliminaires indiquent qu'il est possible pour le Burkina Faso de maintenir une trajectoire de développement plus indépendante et plus résiliente. Ces chiffres sont aussi une réponse directe aux critiques internes, notamment celles qui affirmaient que la souveraineté économique ne pourrait jamais être une réalité sans sacrifier le bien-être immédiat de la population. Ils démontrent que, même dans un contexte de pression extérieure, l'État burkinabé peut faire valoir ses intérêts à court terme sans sacrifier son autonomie. Cependant, ces gains ne sont pas définitifs et devront être consolidés au fil du temps. Le véritable défi réside dans la gestion de ces ressources et dans la transformation de ces résultats économiques en bénéfices durables pour la population. Dans le débat qui entoure la décision de refuser l'ultimatum du 12 août 2025, deux arguments opposés se sont rapidement imposés. D'un côté, les analystes les plus prudents insistent sur les risques immédiats de l'isolement. Selon eux, le refus de céder 70% des réserves d'or pourrait conduire à une détérioration rapide des conditions économiques du pays. Ce scénario est souvent comparé à celui du Zimbabwe, où une rupture brutale avec les créanciers a entraîné une hyperinflation et une dévaluation rapide de la monnaie. Les partisans de cette vision craignent que le Burkina Faso se retrouve dans une spirale économique incontrôlable, où les sanctions économiques et la raréfaction des devises étrangères exacerbent la pauvreté et la précarité. D'autre part, une autre vision, plus radicale, soutient que le refus de céder ses réserves est, au contraire, un moyen de sortir de la dépendance financière internationale. Pour les défenseurs de cette position,
La souveraineté économique ne peut se construire que par des décisions difficiles, même si elles entraînent des conséquences à court terme. Il cite des exemples de pays comme le Rwanda qui ont choisi de recentrer leurs ressources pour favoriser le développement intérieur, en réduisant leur dépendance aux créanciers extérieurs. Selon cette analyse, la décision de refuser l'ultimatum n'est pas un acte suicidaire, mais un acte stratégique visant à positionner le pays sur une trajectoire plus autonome, même si le coût initial est élevé. L'argument en faveur de cette vision repose sur l'idée que le Burkina Faso, comme d'autres pays riches en ressources naturelles, a été piégé dans un modèle économique où la richesse est largement contrôlée par des acteurs extérieurs. Accepter l'ultimatum, selon eux, n'aurait fait qu'aggraver cette situation, rendant le pays encore plus dépendant des créanciers internationaux. En revanche, le refus ouvre la possibilité de renforcer la capacité de négociation du pays à l'avenir, de mieux contrôler ses ressources et de redistribuer une plus grande partie des bénéfices aux citoyens. Cependant, ces deux arguments ne sont pas mutuellement exclusifs. L'un ne remplace pas l'autre. Le véritable défi réside dans la capacité du Burkina Faso à gérer les conséquences immédiates du refus tout en mettant en œuvre des réformes structurelles pour rendre son économie plus résiliente et moins vulnérable aux pressions extérieures. À ce stade, l'impact de la décision d'Ibrahim Traoré commence à se faire sentir de manière plus tangible. L'image de l'or désormais sous contrôle étatique a rapidement franchi les frontières du Burkina Faso, transformant un simple acte administratif en un symbole fort de résistance nationale. Cette prise de contrôle n'est pas qu'une action économique, elle est devenue un acte politique. Pour le peuple burkinabé, il ne s'agit plus seulement de finances, mais de dignité et de souveraineté. Le silence stratégique, observé par le gouvernement au début de la crise, a donné place à une affirmation claire. Le Burkina Faso est prêt à payer le prix de son indépendance économique. Les premières retombées sociales sont également visibles. Dans les zones minières, les attentes de la population sont en train de changer. Les discussions sur une meilleure répartition des revenus miniers ont pris de l'ampleur. Bien que les projets concrets restent encore limités, la simple promesse de réinvestir les profits dans les infrastructures locales a suffi à raviver l'espoir. Ce changement de perception marque une étape importante. La souveraineté économique commence à se matérialiser dans la vie quotidienne des Burkinabés. Les prochaines étapes seront cruciales pour transformer cette dynamique en résultats durables. Les conséquences de la décision de refuser l'ultimatum ne se limitent pas à l'économie. Elles s'étendent à plusieurs sphères de la société burkinabé avec des répercussions immédiates, mais aussi des effets à plus long terme. L'impact sur les populations locales, notamment dans les zones minières, est particulièrement visible. La reprise du contrôle des réserves d'or par l'État a alimenté un espoir renouvelé dans ces régions, historiquement laissées pour compte. Le sentiment que les richesses du pays pourraient enfin bénéficier à la population locale a pris une dimension symbolique. Les attentes normalement sont grandes. La promesse de réinvestir une partie des bénéfices dans des projets sociaux et des infrastructures a donné naissance à une vague de soutien populaire. Toutefois, cette espérance reste fragile, car les bénéfices directs de cette politique ne se concrétiseront que dans le temps. Pour l'État, l'enjeu est de tenir cette promesse de redistribution. Les autorités burkinabées devront faire face à des pressions pour prouver que le contrôle de l'or, loin d'être un simple geste symbolique, peut réellement améliorer la vie des citoyens. Cela nécessitera des investissements conséquents dans les infrastructures, la santé, l'éducation et la création d'emplois. Les ressources issues de l'exploitation minière pourront soutenir ces projets, mais la gestion efficace de ces fonds sera essentielle. En parallèle, l'État devra naviguer entre les attentes populaires et la nécessité de maintenir la stabilité économique et politique face aux pressions internationales. Les conséquences internationales sont également significatives. Bien que certains pays aient exprimé des inquiétudes concernant cette décision, le Burkina Faso a commencé à rechercher de nouveaux partenariats, notamment avec des pays non occidentaux. Ces nouveaux partenariats ont ouvert des opportunités d'investissement et de coopération dans des secteurs stratégiques comme l'agriculture, les infrastructures et les technologies. Si ce nouveau modèle de coopération se concrétise, il pourrait permettre au Burkina Faso de diversifier ses relations internationales
et de se distancer des conditionnalités économiques imposées par les créanciers traditionnels. Cependant, les défis restent considérables. Le refus de l'ultimatum pourrait entraîner des sanctions économiques de la part des créanciers traditionnels, affectant la capacité du pays à accéder à des financements internationaux. Ces sanctions pourraient aussi compliquer les échanges commerciaux, notamment en ce qui concerne l'importation de biens essentiels. Malgré cela, Ibrahim Traoré semble déterminé à poursuivre sa trajectoire, convaincu que le refus, bien qu'il engendre des difficultés à court terme, ouvrira la voie à une autonomie durable et à une souveraineté retrouvée. Les effets à long terme de cette décision sont encore incertains, mais le choix de refuser l'ultimatum a indéniablement provoqué un changement de paradigme. Le Burkina Faso est désormais sur la voie d'une redéfinition de ses priorités économiques et sociales, et la manière dont le pays gérera cette transition sera cruciale pour déterminer si ce mouvement vers l'autonomie pourra se pérenniser. Dans les 6 à 12 prochains mois, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour le Burkina Faso, chacune ayant des implications profondes pour son avenir politique et économique. Le premier scénario, celui de la consolidation prudente, repose sur une stabilisation progressive des finances nationales. Dans ce cadre, l'État continue de contrôler les réserves d'or, mais opte pour une gestion stricte de ses ressources. Les exportations d'or reprennent à un rythme contrôlé, tandis que les autorités maintiennent une discipline budgétaire rigoureuse pour éviter l'aggravation de la dette. Les tensions diplomatiques persisteront, mais elles seront contenues grâce à des négociations discrètes avec des partenaires non occidentaux, ce qui permettra de maintenir la stabilité intérieure. Ce scénario privilégie la prudence, avec des gains limités mais durables dans les secteurs de l'infrastructure et des services sociaux. L'objectif ici est de préparer le terrain pour une croissance progressive et de renforcer les fondations économiques sans provoquer de changements brusques. Le deuxième scénario, plus optimiste, repose sur l'effet d'entraînement régional. Dans ce cas, le Burkina Faso réussit à exploiter les liens de plus en plus solides au sein du Sahel, notamment avec le Mali et le Niger. Le bouclier AES devient un cadre actif de coopération économique, facilitant des échanges intra-régionaux et la coordination sur des ressources stratégiques. De nouveaux partenariats, notamment avec des acteurs asiatiques, commencent à se concrétiser, attirés par l'accès direct aux matières premières et la diversification des relations économiques. Ces partenariats permettent à l'économie burkinabé de se diversifier et les recettes minières soutiennent des investissements ciblés dans des secteurs comme l'agriculture, la formation technique et les infrastructures. Dans ce scénario, le Burkina Faso devient une référence pour d'autres pays de la région, illustrant que la souveraineté économique et la coopération régionale peuvent créer un cercle vertueux d'investissement et de développement. Le troisième scénario, le plus incertain, repose sur une intensification des pressions internationales. En réponse au refus de céder les réserves d'or, les créanciers traditionnels pourraient imposer des sanctions ciblées qui compliquent l'accès du Burkina Faso aux circuits financiers internationaux. Cette situation pourrait entraîner une hausse des coûts d'importation et une pression inflationniste sur les ménages, notamment dans les zones urbaines. Cependant, l'État burkinabé, armé de ses leviers miniers, utiliserait ses ressources comme amortisseurs pour minimiser les effets négatifs sur la stabilité interne. Le gouvernement pourrait ainsi éviter un effondrement brutal, mais la cohésion sociale serait mise à l'épreuve. Ce scénario souligne les risques associés à l'indépendance économique, mais aussi les défis de maintenir une trajectoire stable face à des pressions extérieures croissantes. Ces 3 scénarios illustrent les choix difficiles auxquels le Burkina Faso sera confronté dans les mois à venir. Chacun d'eux a des implications profondes pour l'avenir du pays, et la manière dont Ibrahim Traoré et son équipe géreront cette période de transition sera cruciale pour déterminer la réussite de cette politique audacieuse. À ce stade, la décision d'Ibrahim Traoré a déjà touché un large éventail de groupes sociaux au Burkina Faso, mais ses répercussions ne se limitent pas aux sphères économiques et politiques. Les jeunes urbains, souvent confrontés à un chômage élevé et à une instabilité socio-économique, ont commencé à voir cette décision sous un jour nouveau. Pour eux, la souveraineté économique n'est pas un simple concept abstrait, mais une opportunité concrète de créer un environnement plus favorable
à l'entrepreneuriat et à l'emploi. L'idée que les ressources nationales pourraient être utilisées pour financer des projets locaux alimente un sentiment de renouveau. Les jeunes, longtemps désillusionnés par le manque de perspectives dans leur pays, commencent à se poser la question: et si la souveraineté économique ouvrait la voie à un futur plus prometteur? Dans les zones minières, la population ressent un changement palpable. Bien que les projets d'infrastructure et les investissements sociaux soient encore dans leur phase initiale, l'espoir est tangible. Le fait que l'État prenne le contrôle des ressources aurifères a créé un sentiment de dignité collective. La promesse de redistribution des bénéfices locaux, bien que non encore réalisée dans son intégralité, a suffi à raviver l'espoir d'un avenir meilleur. Ce changement de perception est crucial, car il transforme un contexte de mécontentement en une dynamique d'attente active, où les citoyens se sentent désormais impliqués dans les décisions qui affectent leur quotidien. Cependant, cette transition ne sera pas sans défi. Le gouvernement burkinabé devra répondre à ces attentes croissantes, en transformant les promesses en actions tangibles. La réussite de cette entreprise dépendra de la capacité à mettre en œuvre des projets concrets, à maintenir un dialogue constant avec la population et à équilibrer les exigences économiques avec les aspirations sociales. L'avenir de la souveraineté économique du Burkina Faso repose sur la capacité de son leadership à naviguer dans cette zone complexe entre espoir et réalisme. La réussite de la décision d'Ibrahim Traoré dépendra en grande partie de la mise en œuvre d'une feuille de route claire qui permettra de concrétiser les promesses faites aux citoyens burkinabés. La première étape essentielle consiste à sécuriser les sites miniers stratégiques. Les autorités devront mettre en place des mesures de protection rigoureuses pour éviter toute interférence extérieure et garantir que les ressources minières soient pleinement contrôlées par l'État. Cela nécessitera non seulement des forces de sécurité renforcées, mais aussi des protocoles de gestion des ressources transparents, capables de démontrer aux citoyens que les bénéfices seront véritablement redistribués à la population locale. La deuxième étape cruciale réside dans la révision des contrats miniers existants. Un comité d'experts, composé d'économistes, de juristes et d'ingénieurs, devra examiner les accords en vigueur et évaluer les marges de manœuvre possibles. L'objectif n'est pas une rupture brutale, mais une renégociation des termes pour maximiser les bénéfices pour le pays. Cela inclut la recherche de clauses souvent négligées qui pourraient permettre de conserver une plus grande part de la valeur ajoutée localement, en particulier en termes de recettes fiscales, d'emplois et d'investissements dans les infrastructures. La troisième étape sera l'orientation des ressources générées par l'exploitation minière vers des projets visibles et concrets, comme la construction d'infrastructures dans les zones rurales, le financement de programmes de santé publique et d'éducation, ainsi que la création de centres de formation technique. Ces investissements auront un double objectif: améliorer les conditions de vie à court terme et renforcer la légitimité de la politique de souveraineté économique du pays. Enfin, une coordination régionale sera nécessaire pour garantir la stabilité et le soutien entre les États voisins. Le Burkina Faso, en collaboration avec le Mali et le Niger, pourrait renforcer le bouclier AES afin de créer une union économique et sécuritaire solide qui permette d'amortir les effets des pressions extérieures. La mesure de la réussite de ces actions se fera par l'évaluation constante de l'impact social et économique et l'ajustement des politiques selon les résultats obtenus. Le chemin emprunté par Ibrahim Traoré est semé d'embûches, mais il marque aussi un tournant fondamental dans l'histoire du Burkina Faso. Le choix de refuser l'ultimatum, loin d'être une décision isolée, s'inscrit dans une logique de souveraineté retrouvée. C'est un appel à l'indépendance économique, à la dignité nationale et à la prise en main du destin du pays. Ce geste symbolise bien plus qu'un simple affrontement avec les créanciers internationaux. Datam. Il incarne la volonté de redéfinir les priorités du pays, de reconstruire son économie de manière durable et de redonner à sa population la fierté de son avenir. À travers cette décision, Traoré a ouvert une porte vers un avenir incertain, mais potentiellement transformateur.
Le Burkina Faso ne sera plus jamais le même après cet acte. Le pays, qui a longtemps été dépendant de l'extérieur, se trouve désormais à un carrefour crucial, celui où chaque choix, chaque décision peut influencer l'avenir de toute une nation. Le défi pour le Burkina Faso sera de maintenir cet élan, de transformer cette décision audacieuse en un modèle de souveraineté économique, et de faire en sorte que chaque Burkinabé ressente les bienfaits de cette nouvelle ère. La décision du Burkina Faso d'affirmer sa souveraineté économique est un jalon historique, mais elle n'est que le début d'un long chemin. Ce n'est pas une victoire instantanée, mais un processus de transformation qui nécessite l'engagement de tous. À l'heure actuelle, chaque Burkinabé, chaque acteur de la société civile, chaque entrepreneur a un rôle à jouer dans cette évolution. Le défi est immense, mais les opportunités qui en découlent sont tout aussi grandes. C'est l'occasion pour le pays de renforcer ses capacités internes, de créer des solutions locales et de bâtir un avenir plus solide et plus équitable. Dans cette nouvelle ère de souveraineté économique, le Burkina Faso doit faire face à des choix difficiles, mais ces défis sont loin d'être insurmontables. Ils nécessitent une coopération sincère et un engagement collectif. Alors que le pays se redéfinit, il est crucial que chaque citoyen prenne part à cette dynamique. Le chemin de la souveraineté est une route partagée où chaque effort, chaque contribution compte. L'avenir du Burkina Faso commence aujourd'hui. Et vous, quel rôle choisirez-vous de jouer dans cette grande transformation ?